l'invité de la matinale. KTO Radio. On porte notre regard ce matin sur le Soudan, pays d'Afrique orientale frappé par une crise humanitaire majeure mais peu médiatisée. Notre invité connaît bien le Soudan, Marc Lavergne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et président notamment de l'association Vigilance Soudan. Vous vous rendez dans le pays depuis les années 80. Alors l'ONU parle d'une crise humanitaire sans équivalent dans le monde. 46 millions d'habitants ont fui leur maison, 46 millions, et 4 millions d'entre eux se sont réfugiés à l'étranger. Dans quelles conditions vivent les Soudanais ? Les Soudanais survivent, c'est-à-dire que l'ensemble du pays est ravagé par cette guerre fratricide entre deux factions armées, l'armée régulière et puis ces supplétifs qui se sont révoltés parce qu'ils refusaient d'être intégrés dans l'armée. Donc une situation tout à fait exceptionnelle, parce qu'on ne connaît pas d'éléments ou d'opérations équivalentes à l'échelle mondiale aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est que la population est la victime, c'est-à-dire que l'armée bombarde les villes et les villages, y compris avec ses avions ou avec ses tanks. Donc, la capitale elle-même est complètement dévastée. Donc, les gens fuient sans trop savoir où aller. Quant aux forces de soutien rapide, qui ne sont pas des rebelles, encore une fois, mais ce sont des supplétifs de l'armée en rébellion, eh bien, eux pillent, violent, massacrent dans tout le pays. Il y a un jeu comme ça d'avancée et de recul de ces forces qui fait que tout le territoire qu'elles parcourent est complètement dévasté. Et où se retrouvent ces réfugiés internes ? Alors, interne, dans un premier temps, c'est les gens de la capitale, puisque le conflit a été déclenché au sein même de la capitale. Donc la capitale s'est vidée et les gens ont essayé de fuir vers leur village d'origine, éventuellement, ou bien là où ils pouvaient. Mais le Soudan est un pays gigantesque. C'était le plus grand pays d'Afrique avant la sécession du Sud-Soudan. Bon, c'est quand même, encore une fois, 3 fois et demi la France, avec une grande partie désertique. La moitié nord, en quelque sorte, est désertique. Le reste, c'est de la steppe, c'est le Sahel. Donc, il n'y a pas de ressources ou de refuge à trouver facilement, où que ce soit. Donc, les gens qui sont dans la capitale, qui est une grande capitale avec plusieurs millions d'habitants, eh bien, ils essaient de regagner leur village d'origine. Mais ils ont été rattrapés par la guerre. Des situations de famine ont lieu dans plusieurs zones du pays, dans des camps de réfugiés comme dans la région du Nord Darfour. Où en est l'aide humanitaire ? A-t-elle cette aide humanitaire accès aux hommes, aux femmes et aux enfants pris entre le feu des combats ? Non, alors c'est pas la première fois qu'il y a une crise humanitaire au Soudan. On se souvient de périodes de famine dévastatrices, on se souvient de guerres régionales, de soulèvements régionaux comme au Darfour en 2005 contre le pouvoir central. Donc il y a peu de ressources à trouver sur place et l'aide humanitaire aujourd'hui, ce qui est différent de tout ce qui s'est passé auparavant, elle ne parvient pas. C'est-à-dire que aussi bien les aéroports sont fermés que les ports et également les voies terrestres, si vous voulez, avec une aide qui est pillée parce que les forces de soutien rapide n'ont pas de logistique, l'armée elle-même n'a pas de réserve. Donc ce sont les gens qui sont armés qui se servent les premiers, si vous voulez, dans les camions qui sont envoyés par des organisations internationales ou par l'ONU. Donc voilà, la population meurt de faim littéralement, puisque d'autre part, il est impossible de semer, de cultiver, de récolter dans cette situation. Vous parlez des forces de soutien rapide, vous parlez également du pouvoir central. Donc il y a à la fois l'armée du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FCR. Quelles sont leurs motivations ? Mais leur motivation, c'est le pouvoir. L'armée a dirigé, sauf quelques intermèdes démocratiques, elle a dirigé le Soudan depuis l'indépendance en 1956. Donc, elle considère que le Soudan est sa propriété. C'est pas le seul pays comme ça au monde, bien sûr. Mais ce qui est
terrible aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de ressources. C'est-à-dire que la ressource que visait l'armée, c'était le pétrole du Sud-Soudan. Aujourd'hui, le pétrole ne peut plus traverser le pays. Le pétrole appartient au Sud-Soudan qui est devenu indépendant en 2011. Il traverse le nord, donc le nord doit payer pour cette traversée par un pipeline. Mais aujourd'hui, le pipeline a été crevé. La raffinerie de pétrole près de Khartoum a été bombardée. Donc, cette ressource a disparu. Ce qui fait que l'armée elle-même est à court de ressources. Quant aux forces de soutien rapide, elles se payent sur la population, bien évidemment. Et puis, elles reçoivent aussi de l'aide financière des Émirats arabes unis et d'autres pays voisins. Elle était appuyée par la milice russe auparavant. Aujourd'hui, les choses sont un peu moins claires, mais elle reçoit de l'aide aussi, d'une certaine façon, des pays voisins, des pays africains qui eux-mêmes ne sont pas en excédent de ressources. Une semaine avant sa mort, le pape François suppliait une nouvelle fois les deux parties soudanaises à cesser la guerre. Il les a appelées à plusieurs reprises. Comment expliquer qu'on en soit arrivé là à une situation catastrophique sur le plan humanitaire avec autant de souffrance des Soudanais ? Tout a dérapé extrêmement vite, mais dans la mesure où vous avez deux forces armées qui sont de forces à peu près équivalentes, même si l'armée régulière, mais l'autre est aussi régulière finalement. Les forces de soutien rapide sont des forces de soutien à l'armée. Alors l'armée, elle dispose d'avions, elle dispose de tanks, elle dispose de toute une infrastructure logistique qui lui permet de fonctionner, mais de l'autre côté, les forces de soutien rapide ont des armements légers et des voitures rapides qui leur permettent de traverser le désert et d'attaquer l'armée sans être repérés auparavant. Tout ça est une guerre de pauvres, si vous voulez, mais une guerre extrêmement meurtrière parce que personne ne fait attention à la population. Finalement, les civils sont les premières victimes. Les autres peuvent aller vite, peuvent se cacher, peuvent se protéger. Ça n'est pas le cas des civils qui sont bloqués dans leur village ou dans des camps, dans des camps de réfugiés, parce qu'au Soudan, il y a des camps de réfugiés depuis très longtemps, parce qu'il y a eu d'autres crises, d'autres guerres qui ne sont toujours pas réglées, comme celle du Darfour. Et il y a même des camps comme celui de Zamzam qui, ces dernières semaines, s'est retrouvé même au cœur des combats, qui a été même bombardé. Oui, c'est quelque chose de tout à fait inimaginable. Moi, je connais bien ce camp, mais à l'époque, il y avait quelques centaines de milliers de déplacés qui s'y étaient réfugiés. Aujourd'hui, ça fait quand même 30 ans, donc il y a des enfants, il y a une vie qui s'est organisée, et c'est un camp dont la population est difficile à estimer aujourd'hui, mais peut-être 1 million. Dans ses homélies, le pape François a appelé souvent la communauté internationale à réagir. C'est pas le seul dirigeant à le faire. Pourquoi est-ce que rien ne change alors que l'ampleur de la crise est sans commune mesure ? La voix du pape François est évidemment bienvenue, je dirais, et ça n'est pas la première fois que l'Église se mobilise pour cette population, qui n'est d'ailleurs absolument pas chrétienne. Les chrétiens sont une toute petite minorité en ville, on en parlera peut-être, mais en l'occurrence, les victimes sont d'abord des gens des campagnes, des gens des montagnes, qui sont en lisière du désert et sans ressources et sans protection. Ils n'ont pas de milices armées, parce que faire la guerre coûte cher. Il faut avoir du soutien derrière aussi. Donc, le pape François lance cet appel aux pays occidentaux, je pense essentiellement. Mais aujourd'hui, il y a tant de crises dans le monde. Et puis, il y a une sorte de, ce qu'on appelle en anglais la donor fatigue. C'est-à-dire que les gens sont fatigués, on peut supposer, de subvenir aux besoins de toujours les mêmes pays qui, malheureusement, sont les victimes de crises récurrentes. Vous parlez de l'Église, un point sur cela. Le 13 juin dernier, il y a un prêtre de 55 ans qui est mort à la suite de l'attaque de la ville d'El Fasher dans le nord du Darfour, justement dans cette zone où les combats font rage. L'Église est-elle une cible prioritaire dans ce pays, à très grande majorité, je le rappelle, musulmane ? Non, l'Église ce sont des points vraiment exceptionnels, avec des gens qui ne sont en général
pas des Soudanais d'origine, mais des gens qui sont venus au fil du 19e et du 20e siècle, si vous voulez, pour des raisons professionnelles, pour le commerce, etc. On a au Soudan en particulier, alors si on parle de chrétiens d'une manière générale, on a des gens qui sont venus du Moyen-Orient, qui sont des Arabes chrétiens. Et puis alors, il y a une tradition ancienne de missionnaires, et en particulier les frères Comboni, qui avaient une action surtout éducative au Soudan, donc de bonnes écoles, plutôt pour la grande bourgeoisie urbaine. Après, il peut y avoir, encore une fois, des Libanais chrétiens, éventuellement maronites, il peut y avoir des Syriens, il peut y avoir des Égyptiens, tout ça qui dépendent d'églises qui ne sont pas forcément l'église apostolique et romaine. Le Soudan a très grande majorité musulmane, alors que le Soudan du Sud, vous en avez parlé, qui a fait sécession, lui, est un pays davantage chrétien. Oui, bien entendu. On peut le confondre parfois un peu, mais en tout cas, vu de France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un christianisme, une chrétienté tout à fait différente, dans la mesure où c'est une chrétienté qui a été faite de convertis du XXe siècle. C'est la présence britannique à partir du début du XXe siècle qui a été favorable à l'installation de religions protestantes, pour l'essentiel. Les frères Comboni sont également présents avec leur action éducative. Il y a aussi des organismes de bienfaisance, comme Miséréor, Caritas, qui sont présents au Sud-Soudan. La population est au départ animiste, là, et avec une minorité musulmane, mais il y a eu une présence missionnaire importante qui fait que il y a beaucoup d'églises dans des endroits même reculés, mais qui sont, je dirais, qui dépendent d'églises anglo-saxonnes pour l'essentiel. Et on remonte pour terminer cette interview plus au nord, on retourne au Soudan. Marc Laverne, qu'est-ce qui pourrait permettre une résolution du conflit à court ou moyen terme dont on a parlé, de cette crise humanitaire? Est-ce qu'il existe des motifs d'espoir en cela ? Écoutez, dans la mesure où l'objectif de la guerre, c'est s'approprier les ressources du pays, il est difficile d'entamer des discussions, sauf de partage du gâteau autour de la table. Mais en réalité, ce qui est à l'origine de la crise, c'est quand même cette dictature qui est tombée, celle d'Omar el-Béchir, en 2019, et qui a été écarté finalement par ses pairs. C'est-à-dire que l'armée a repris le flambeau et ne veut pas partager les ressources du Soudan. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'une part qu'il y ait un partage équitable des ressources du pays. Alors toutes les forces démocratiques ou les forces d'opposition laïques éventuellement sont et citoyennes se sont mises autour de la table, mais aujourd'hui elles sont séparées entre des forces régionales parfois, comme au Darfour, et puis des forces nationales composées des éléments conscients de la société urbaine, et tout ça a beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'émiettement des forces qui sont en jeu, qui ne sont pas forcément des forces armées d'ailleurs, mais des forces politiques, et la solution, elle viendra d'un accord entre tous ces groupes autour de quelque chose qui paraît essentiel au Soudan, c'est la séparation de la religion et de l'État. Et certains groupes d'ailleurs revendiquent le modèle français de séparation de l'Église et de l'État, mais beaucoup d'autres s'y opposent. Et la religion qui est en cause, évidemment, c'est l'islam par rapport à l'État, beaucoup plus que les églises. On va continuer à suivre cette situation. Merci Marc Lavagne pour votre regard. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et donc grand spécialiste du Soudan. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin.